Alors, bonjour tout le monde, bienvenue au Café Conférence Forestier. Les Cafés Conférences est une initiative de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec, l'Association des étudiants gradués en foresterie de l'Université Laval et la section Orléans de l'Institut forestier du Canada. On en est à notre troisième présentation déjà cette année. Notre conférencier aujourd'hui est François Guillemette, ingénieur forestier, diplômé de l'Université Laval au baccalauréat en 2001 et à la maîtrise en 2002. Depuis 2005, il est à l'emploi de la direction de la recherche forestière du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. Il est chercheur en sylviculture des peuplements feuillus. Et sa présentation aujourd'hui, son titre, c'est « Intégration du concept de diamètre de maturité dans la sylviculture des peuplements de feuillus ». Alors, François, merci d'avoir accepté notre invitation et je te passe la parole. Merci, bonjour tout le monde. Vous m'entendez bien? Je pense que je vais rester ici parce que le système ne veut pas que je m'éloigne trop de l'ordinateur pour appuyer sur les petits boutons. Fait que, on va commencer ce matin. Ce que je viens vous parler aujourd'hui, c'est de la sylviculture des feuillus, nous autres qu'on a appelé tempérés, vu qu'ils sont dans le sud du Québec. Puis essentiellement, on parle de peuplement à dominance d'érable à sucre de bouleau jaune. Puis ce qui est classique, c'est nicouienne, une structure plus ou moins équilibrée. On a des petits, des moyens, des gros dans la même forêt. Puis, c'est des forêts qu'on aménage beaucoup avec des procédés de régénération par coupe partielle, des coupes de jardinage, des coupes progressives et régulières de plus en plus, ce qu'on appelle des CPI, les différentes variantes. Puis, en théorie, les fonctions sylvicoles qu'on va retrouver là-dedans, c'est de récolter des arbres matures. On va régénérer, améliorer, puis éduquer notre peuplement. Mais en pratique, ce qu'on fait dans les dernières années, beaucoup dans ces coupes-là, les prescriptions sont beaucoup axées sur on va récolter des arbres, beaucoup des M en premier, c'est-à-dire des arbres qu'on s'attend à ce qu'ils meurent au cours de la prochaine rotation. Ensuite, des S, des arbres qui ont des défauts quand même importants, mais qu'on ne s'attend pas qu'ils meurent aussi rapidement. Et on descend comme ça. Le notre prélèvement, c'est de l'amélioration, on enlève des M. Puis en dernier, on souhaite aussi régénérer les peuplements, mais on n'a pas toujours les efforts qu'il faut. Il faudrait des fois payer un scarifiage de plus, puis on n'a pas toujours les budgets pour le faire. Puis on se fie plus sur ce qui vient naturellement sans trop d'efforts. Ça, c'est un peu l'écart entre les deux. Puis ça, vers quoi je vais vous amener aujourd'hui, c'est on va regarder la question de la récolte des arbres matures. On ne le fait pas. On ne l'a pas fait dans les dernières années. Puis, mais là, on se rend compte que ça revient comme question de dire pourquoi on ne les ramasse pas. Puis, il y a des questions qui n'ont pas été clairement tout le temps répondues là-dedans. La première, c'est de quelle maturité on parle. C'est facile de dire ça dans un livre. Bon, on récolte des arbres matures. Oui, mais c'est quels arbres concrètement? C'est lesquels qui sont matures? Puis c'est quel type de maturité à laquelle on s'attaque? Si on fait des parallèles entre les arbres avec lesquels on travaille dans une forêt nicouienne ou qu'on fait des coupes partielles, si on compare ça avec la forêt nicouienne ou qu'on va faire, par exemple, des coupes totales, là, est-ce que c'est une maturité ou concept de maturité absolue, c'est-à-dire au maximum de l'accroissement annuel moyen du volume brut de l'arbre? C'est-à-dire à ce moment-là, ça va être des arbres qui sont petits. Là. On l'a déjà regardé dans les placettes écouyennes de bouleau jaune. Ça peut être des bouleaux d'une cinquantaine d'années qui ont peut-être 18-20 cm de diamètre pour donner un ordre de grandeur. Fait que ça serait vraiment une production de fibres à ce moment-là. Est-ce qu'on parle d'une maturité qui est plus pathologique? Ici, je l'entends au sens qu'on attendrait que les arbres atteignent leur maximum de volume net. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils peuvent continuer à faire du diamètre, mais en moyenne, ils se dégradent plus que ce qu'ils produisent autour de l'arbre. Par l'intérieur, ils se dégradent plus rapidement. Puis à ce moment-là, ça serait notre maturité pathologique. Est-ce qu'on parle d'une maturité qui est plus technique, qui est rattachée à un usage défini, comme dans ce cas-ci, ce serait le bois d'œuvre ou le bois d'œuvre de haute valeur, d'attendre que l'arbre ait atteint son maximum de bois d'œuvre de haute valeur pour venir le récolter. Ou c'est une maturité financière, c'est-à-dire qu'on vient mettre des signes de dollars sur une des maturités qu'on vient de regarder précédemment. Donc, fait que ça vient au maximum de la valeur de l'arbre. Puis, un autre type de maturité, où on pensait un peu comme on a fait, il y a eu dans le passé beaucoup, là, comme avec les coupes à diamètre limite, on ramasse les payants dans le fond. Là, cet arbre-là, il est mature, il est payant à ramasser, on le ramasse, on est à côté, puis on ne se pose pas la question si c'était plus optimal, ça aurait été plus optimal de le laisser croître encore plus longtemps. On est à côté, il est payant, on part avec. Qu'est-ce qu'on entend comme arbre mature? Puis dans notre historique, là, je pense beaucoup à la forêt publique là, à ce moment-là. Juste les coupes à diamètre limite qu'on a connues jusqu'en 1993, quand ils ont été remplacés plus par les coupes de jardinage. Je cite Zoran Mason qui avait écrit sur l'historique des coupes de jardinage. Nous avons refusé tout lien avec un diamètre limite à couper. Parce que dans une des hypothèses, c'était de dire qu'on va faire une première coupe qui va être beaucoup axée sur l'amélioration du peuplement.
Puis après ça, on travaillera sur la structure du peuplement pour l'équilibrer, pour avoir une certaine productivité. Mais dans un premier temps, c'était les beaux gros, laissons-les là, on n'en a pas beaucoup. Puis enlevons les laits, puis après ça, à un moment donné, on va avoir des peuplements de meilleure qualité, puis on pourra travailler là-dessus. Les résultats qu'on a eus des coupes de jardinage pratiquées dans un contexte opérationnel, si on veut, ça, c'est les premiers résultats qui avaient été sortis après 5 ans, là, en 2002. C'est qu'on avait des rendements qui étaient insuffisants pour rencontrer les attentes de rendement qu'on s'était données au traitement aux coupes de jardinage. Puis, notamment parce qu'il y avait beaucoup plus de mortalité que dans les dispositifs de recherche. Puis, dans le plan d'action qui a découlé à ce moment-là, c'était de faire plus d'amélioration. C'est d'aller chercher encore plus les arbres défectueux pour réduire la mortalité puis aller augmenter le rendement. Puis, c'est là qu'on a eu l'introduction du système de classification MSCR. Après ça, 2005-2007, on a eu le début de la crise forestière, une baisse des prix et aussi une baisse d'approvisionnement en bois d'œuvre de haute valeur. C'est certain qu'on avait gardé les peuplements les moins beaux en dernier. Hein. Souvent, dans les années 90, on allait chercher les meilleures talles pour aller traiter. Puis là, il restait des peuplements de moins belle qualité, mais aussi, avec le système MSCR, on se contraignait à aller chercher plus de tiges qui étaient plus susceptibles de mourir. Puis ces tiges-là sont de moins belle qualité en moyenne. Fait qu'on baissait le panier de valeur, le panier de produits. Là. Puis, depuis 2009, là, il y a eu un retour à des compromis, parce qu'il y en a déjà eu des compromis dans le passé. Les coupes de jardinage des années 90, il y en avait des compromis là-dedans. On a recommencé à avoir beaucoup de demandes pour faire des compromis pour améliorer la rentabilité, puis aller chercher, récolter du bois d'œuvre de haute valeur. Puis, une des modalités qui est avancée beaucoup, c'est de récolter des gros arbres de belle qualité. Puis là, la question qui revient, c'est est-ce durable, c'est acceptable? On est en train de revenir aux anciennes CDL? Qu'est-ce qui se passe? Là, il y a beaucoup d'insécurité chez les gens qui font les prescriptions sylvicoles dans le ministère. Puis, ça a soulevé. C'est le genre de téléphone qu'on a reçu à la direction de la recherche. Puis, en même temps, des nouveaux résultats qu'on a publiés dans les coupes de jardinage dans les dernières années, on s'est rendu compte que c'est pas juste d'améliorer le peuplement à son maximum qui aurait permis d'aller chercher le rendement attendu. Premièrement, il fallait baisser aussi les attentes de rendement. Il y a un point là-dessus. Mais il y a aussi des effets rattachés au site, aux perturbations, on pense comme Chablis qu'il y a eu en 2006 au Témiscamingue. Il y a des paramètres, on commence à capter des effets de climat, qu'il y a des périodes climatiques où les rendements sont meilleurs que d'autres dans certaines régions. La structure des peuplements qui vient jouer aussi. Puis, fait que finalement, maximiser l'amélioration, dire on va récolter les arbres les plus défectueux à tout prix, ça ne réglait pas tout. Il y a des endroits qu'on le fait puis qu'on n'a pas des très bons rendements, puis il y a des endroits qu'on ne l'a pas fait au complet puis qu'on a quand même des bons rendements. Fait que, c'est pas la seule explication sur les rendements qu'on a de dire j'ai amélioré mon peuplement au maximum. Il y a d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte puis qui permettent de nuancer les résultats. Puis ici, on a regardé un peu dans la littérature au niveau de nos diamètres à quel DHP, à quel diamètre un feuillu est mature. Puis, on n'avait pas vraiment d'études qui étaient dans nos conditions, calibrées avec des mesures répétées, qui intégraient les notions de qualité et de mortalité qui avaient été publiées dans la littérature. Puis, il y a des choses qui intègrent une partie de ça où c'est fait plus aux États-Unis. Puis, des fois, les conditions climatiques et de sol ne sont pas les mêmes. Puis, c'est ce qui a mené à partir de cette étude-là, on s'est fait demander ça l'année passée, est-ce qu'on serait capable de travailler là-dessus? Puis en ayant accumulé, on est rendu à une trentaine d'années de données de cumuler dans les études sur les coupes de jardinage en forêt feuillue. On commence à avoir des bons jeux de données intéressants pour venir estimer les diamètres de maturité. Fait que là, je vais vous parler aujourd'hui de maturité pathologique, ce que je vous définissais tantôt, atteindre le volume net maximal de l'arbre. Les maturités techniques, qui est là le volume net de bois d'œuvre, mais je vais le regarder juste sur le bois d'œuvre de haute valeur, je vais vous le définir un petit peu plus tantôt. Puis financier, une maturité financière qui est des signes de piastres, sur ces deux types de maturité-là, pour l'érable à sucre et le bouleau jaune. Puis, dans le fond, la question, la question bête, c'est à quel diamètre il est plus profitable de couper un beau gros arbre que de le laisser croître. Simple, au plus simple, là, c'est ça la question. Les retombées attendues, c'est entre autres, on s'attend avec ça de pouvoir pratiquer une sylviculture qu'on va pouvoir se doter d'objectifs plus réalistes. C'est facile, des fois, s'arrêter de dire c'est quoi tes objectifs? Ah, moi, je veux du bouleau jaune de 65 cm, 3 venir, c'est théorique, ça, là. À un moment donné, il faut qu'est-ce qu'on peut produire? Qu'est-ce qui est plus réaliste avec les paramètres qu'on a de croissance qu'on a au Québec? Puis,
parvenir à mieux définir des structures inéquiantibles. On pense aussi que c'est ça qui nous aide. En connaissant le diamètre maximum qu'on veut dans les structures de jardinage, toute la suite découle de venir dire, bon, ben c'est quoi à peu près tes surfaces terrières et les structures de peuplement que tu vas aller chercher. Puis améliorer évidemment la rentabilité des coupes partielles, les CJ, les CPI. La méthode d'analyse avec laquelle on a travaillé, c'est une méthode à l'échelle de l'arbre. Fait que ce que je vous présente, on travaille vraiment sur des arbres, parce qu'on pourrait travailler aussi à l'échelle du peuplement et à l'échelle de l'aménagement ou du paysage. À l'échelle de l'arbre, la méthode, en gros, là, je vous passe ça sommairement, là, mais l'idée, c'est d'abord, à mesure d'estimer le volume net des arbres au début et à la fin de la période qu'on les a observés. Pour ça, on connaît leur essence, leur état, si sont vivants ou sont morts, leur diamètre et les classes de vigueur, le système de Zaran-Mason 1, 2, 3, 4. Là. Il y en a qui vont dire pourquoi c'est pas un MSCR. Bien là, MSCR, on a commencé à prendre des données là-dessus en 2005. On n'a pas un assez long horizon de suivi pour l'analyser cette base-là. Pour ça qu'on travaille avec le système des vigueurs dans ce cas-là. Puis, on branche le modèle qu'on avait travaillé avec Mathieu Fortin, qui a été publié en 2009, pour prédire ces volumes nets selon les types de billes, les produits. Il y avait une catégorie, c'était les F1 avec les déroulages, dans le cas du bouleau jaune, sont inclus avec les F1. Ça, c'est des billes de sciage, là, ça leur prend un certain diamètre, une certaine longueur, puis très peu de défauts. C'est vraiment des billes de plus haute valeur. Les F2, ça, c'est une catégorie entre les deux, mais déroulage F1, F2, on peut considérer que c'est des billes de haute valeur. C'est vraiment des billes qui vont servir à faire des planches pour des bois d'apparence, puis de la qualité. Le F3, souvent, quand c'est du petit diamètre, surtout, c'est de la palette, là, si on veut. C'est du sciage pour de la palette. Ce n'est pas du sciage de haute valeur. Puis après ça, tu as les billons puis la pâte qui sort. Mais c'est vraiment des volumes nets. Fait que pour vous donner une idée, des fois, là, pour un arbre, là, ça peut être juste la moitié ou le 40% du volume marchand brut qu'on vient chercher là. Parce que toutes les parties qui sont plus petites que, mettons, 19 cm, souvent, ils ont été abandonnés, laissés en forêt, ils ne sont pas mesurés là-dedans. Toute la carie est enlevée de ça. Fait qu'on enlève vraiment une bonne partie du volume. On se concentre sur ce qu'on sort vraiment comme bois puis qu'on vient transformer en forêt feuillue. Pour vous donner un exemple de quoi ça a l'air, juste la base de données, c'est juste que tu as un érable à sucre, comme là, mettons, il y a 45,6 cm au temps zéro, il est vigueur 1. On y prédit un volume de sciage de bois d'œuvre de haute valeur, de sciage total à ce moment-là, 0,6 m3. 20 ans plus tard, il a gagné 5 cm notre arbre, mais il est tombé vigueur 3. De fait, il est tombé vigueur 3. Pourquoi? Un vigueur 3, c'est un arbre qui a un potentiel de bois d'œuvre, mais il y a des défauts dessus. Il a apparu de la pourriture, il y a une grosse blessure, il est en train de dépérir, c'est des facteurs comme ça. Là, à ce moment-là, le volume prédit, il est baissé. Fait que même si cet arbre-là a gagné 5 cm en 20 ans, on y prédit moins de volume de sciage parce qu'il s'est dégradé dans ces classes-là. Ça vous donne une idée. Puis, on a des arbres, évidemment, qui sont morts. Fait que là, il y a une perte totale de volume. Fait que c'est ces deux situations d'arbres-là qu'on vient modéliser par la suite en deux étapes. La première étape, c'est la mortalité. On a calibré un modèle de mortalité avec le jeu de données à laquelle on applique le volume de l'arbre. Dans le fond, si on estime qu'un arbre, dans l'endroit donné, il y a 10 de probabilité de mortalité, puis qu'il fait un demi-mètre cube, on va enlever 0,05 m3 par arbre pour la mortalité tantôt dans les étapes de calcul. Fait que ça, c'est ma petite ligne rouge qui augmente avec le diamètre, si on veut, là, que vous voyez sur le petit graphique. Puis, après ça, on a un autre modèle qui est le modèle, on prédit le changement de volume net de l'arbre, de volume de la fin moins le volume du début. Puis, fait que pour l'érable de tantôt que je vous donnais comme exemple, lui, c'est moins 0,06. Fait que tu as un point à moins 0,06 à son diamètre. Fait qu'on est capable de dire, lui, sur 20 ans, il a perdu 0,06 m3 dans cet arbre-là. Fait que ça va faire une courbe qui descend par en bas. Plus l'arbre est gros, plus les arbres, à un moment donné, il y en a qui se déclassent. Puis quand ils perdent du volume, ils en perdent beaucoup. Fait que ça fait une courbe qui penche par en bas. Puis au croisement des deux courbes, notre perte par la mortalité puis notre gain par la ligne bleue sur la période, ils s'égalent. Ça veut dire que rendu là, un arbre, si tu as 100 arbres pareils à cet endroit-là, puis tu les as laissés pousser pendant 20 ans, au bout de 20 ans, tu as le même volume de bois d'œuvre que tu avais au début. Tu as attendu 20 ans pour rien. C'est rien passé. C'est là qu'on est venu identifier nos diamètres de maturité. Tous ces modèles-là sont calibrés des données d'évolution des volumes, de volume net. On a regardé pour la maturité pathologique. Fait que là, on tient compte de la pâte dans le volume. On a le volume de déroulage F1, F2, c'est nos bois d'œuvre de haute valeur. Là, c'est notre maturité technique, c'est-à-dire pour vraiment où est-ce qu'on produit le plus de bois d'œuvre de haute valeur. Puis après ça, le bureau de mise en marché des bois nous a fourni des valeurs au mètre cube pour nos billes.
D'après les prix tendance de ce qu'ils appellent le revenu brut pour le scieur, qui ont calculé l'hiver dernier. Puis, à ce moment-là, on a appliqué ces volumes-là sur ces valeurs-là sur les volumes précédents. Fait que les maturités financières, ben, c'est pour les deux, c'est pour ces deux volumes-là ici. Là. Maturité financière sur la maturité pathologique, puis une autre maturité financière sur le volume de bois d'œuvre en lien avec la maturité technique. On n'a pas mis de coût de récolte là-dedans. Là. Ça, c'est une autre étape qui aurait pu être faite, là, mais on n'a pas considéré ça. Puis notre formule, on n'est pas avec un taux de rendement. Là. On n'a aucun taux d'intérêt ni d'inflation. C'est vraiment 0%. Autrement dit, c'est à partir de quand l'arbre ne prend plus de valeur. Là. Mais tu sais, à un moment donné, il y a des arbres là-dedans qui vont peut-être avoir pris 0,1% de valeur en 20 ans. Là, ben là on considère qu'ils n'ont pas atteint la maturité financière selon la définition à laquelle on a travaillé. Les données, ben, c'est des données, on appelle ça des mesures répétées, c'est-à-dire qu'on est allé revoir les mêmes arbres, sont étiquetés, puis on est allé revoir après 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Dans des coupes de dispositifs de la direction de la recherche forestière, sur des coupes de jardinage, il y a toujours il y a une moitié des peuplements qui ne sont pas traités, que c'est des témoins sans intervention, puis l'autre moitié, c'est des arbres qui ont été dans des forêts aménagées, les coupes de jardinage. On avait environ 11 000 arbres pour nos deux essences au total, là, pour calibrer le modèle de mortalité. On a voulu être le plus précis possible avec le modèle de mortalité. C'est ce qu'on était capable de mieux définir puis au départ. Fait que je mets les essences, les variables qui ont été significatives. Il y a des différences selon l'essence. Le diamètre dans le cas de l'érable à sucre, la classe de vigueur, puis la situation géographique, puis le traitement. La situation géographique, essentiellement, c'est des régions écologiques. C'est juste que dans nos jeux de données, on a beaucoup de données à deux endroits. À Forêt-Mousseau, on appelle Sainte-Véronique, dans les Laurentides. Puis on a beaucoup de données aussi à Duchesnay. Puis ces endroits-là, on les a considérés, on les a isolés. On en a fait des régions écologiques, entre guillemets, là, au sens de notre analyse, pour être capable d'isoler l'effet de ces endroits-là qui avaient beaucoup de poids dans l'analyse. C'est une question de méthodologie. Là. Puis de ces 11 000-là, il y en a 2400 qu'on a gardé pour calibrer les évolutions du volume des arbres. Pourquoi 2400? Parce que c'est des arbres de vigoureux de qualité, des vigueur 1 qu'on appelait. Ça équivaut à peu près à des arbres qui sont C ou R d'un MSCR. Autrement dit, la question qu'on se pose, c'est pour vraiment les arbres de belle qualité, comment ils évoluent. Parce que ceux qui ont déjà des défauts majeurs, on sait qu'ils sont matures d'une certaine façon. Là. Ils sont en train de se dégrader et ils risquent de mourir. Mais là, les beaux arbres de belle qualité, c'est les autres qu'on s'intéressait. Puis pourquoi les diamètres? On a regardé le diamètre au départ, là, au temps zéro, le DHP 0, qui soit entre 34 et 65 cm. Le 34 vient du fait que c'est à partir de là qu'on peut commencer à avoir des billes assez grosses et d'assez belle qualité pour pouvoir produire au moins du F2, des billes de haute valeur, autrement dit. En bas de ça, on va produire des billes, mais ça va être des billes de plus faible qualité, puis ça ne sera pas des billes de sciage de haute valeur. Puis le 65 cm, ben là, c'est une contrainte au niveau de la modélisation. Là. Le modèle qui prédit les produits rendus dépassés 70, là, on le trouvait moins fiable. Fait qu'on s'est dit, on n'ira pas trop proche de ça, là, puis on va s'en tenir dans cet intervalle-là. Les sites d'études, ben, on a pris, c'est ça, les données des dispositifs de recherche là, au niveau des études, des coupes de jardinage, c'est les points ronds là, un peu partout dans la province là, qu'on a. Puis on a aussi les données des placettes du réseau des effets réels des coupes de jardinage 95-99 qui ont servi à alimenter les données. Puis ça, on couvre un plus grand territoire là, avec ça. Les résultats en premier, je vais vous les détailler un petit peu pour vous aider à comprendre ce qui s'en vient par la suite. Parce que le plus intéressant, c'est à quel diamètre on considère qu'ils sont matures, mais c'est important de comprendre un peu ce petit bout-là. La mortalité, si on regarde l'érable à sucre, on a ici les taux de mortalité pour chacune des situations géographiques sur une période de 20 ans. C'est quoi la probabilité de mortalité d'un érable qui a 40 cm au DHP, qui est dans un peuplement qui est aménagé après coupe partielle? On voit qu'il y a quand même des bonnes différences. Là. On passe à gauche d'environ 12 dans la région écologique 3. 3, là, ça, c'est le Fort-Coulonge puis le Témiscamingue. Puis, à l'autre extrême, dans la 4S, ça, c'est le sous-domaine de la Sapinière à Bouleau-Jaune de l'Est. C'est le Bas-Saint-Laurent, là, essentiellement. C'est dans ce coin-là. On a des probabilités de mortalité beaucoup plus faibles. Puis ça, on le voit dans toutes nos analyses, toutes nos données. Là. Ça influence les rendements qu'on va chercher. Fait qu'il y a des différences significatives entre tout ça, mais retenez, c'est entre 2 et 12 %. Ça vous donne une idée. Vous allez voir le bouleau jaune, les probabilités de mortalité sont plus élevées. Je les montre tout après. Regarde, l'échelle du graphique n'a pas changé, mais vous voyez que toutes les bandes ont monté. On part de 18 à 4 %. L'ordre des colonnes n'est pas tout à fait le même, là, parce qu'ils sont toujours triés le plus grand au plus petit, là, mais essentiellement, c'est un peu ça le gradient pareil. Là. 3D, ben là, ce qui est le plus haut,
c'est l'estrie, mais on n'a pas énormément de données en estrie non plus là, pour le bouleau jaune. Mais en ce cas, 2A, ça c'est la rablière à tilleul de toute la vallée de la Gatineau essentiellement, là, c'est dans ce coin-là. Pour le bouleau jaune, là-dedans, on a des gros taux de mortalité. Fait que ça vient influencer. Vous allez vous dire tantôt pourquoi, il y en a peut-être parmi vous qui s'attendent à se dire, ben, le bouleau jaune pousse mieux, son diamètre de maturité devrait être plus élevé que l'érable. Ouais, mais il meurt plus. Fait que vous allez voir, ça vient compenser ça tantôt. Là. Ça aide à comprendre les résultats. Après ça, la deuxième partie des modèles, c'est tout le temps l'aspect de l'accroissement en volume des survivants. Fait que là, ça, c'est les genres de courbes que ça génère. J'en ai mis deux, là. Une qui est comme la courbe moyenne, là, pour la région écologique 3B, c'est la ligne pleine. Là. Puis 3B, ça, c'est les Laurentides, essentiellement. C'est centré sur Mont-Laurier, Tremblant, la réserve faunique Papineau-Labelle, là, ces coins-là. Puis pourquoi ça descend autant comme ça? C'est qu'il y a trop de dégradation des arbres qui étaient vigorons au début de la mesure, qui sont devenus 3 ou 4. Comprendre que du jour au lendemain, si on dit, oups, maintenant il a changé de classe, le modèle, il prédit une bonne baisse de volume. Fait que par rapport à ceux qui se maintiennent puis qui s'accroissent. Fait que l'axe vertical, c'était le changement de volume net de bois d'œuvre F1, F2 sur 20 ans, dans le cas d'un érable à sucre. Du chêné est un peu plus bas. On sait que l'érable à sucre a plus de difficultés à déchaîner. Les sols sont particulièrement acides et faibles en cation basique, là, notamment le calcium. Là, puis ça, on le capte que du chêné, c'est plus faible. Là. Quand on croise nos deux courbes, la courbe de mortalité en rouge, la courbe d'accroissement en volume en bleu, là, j'ai pris la région 3B là, pour donner un exemple. Bien là, à ce moment-là, c'est là que je vous disais, on n'a plus d'accroissement, on n'a plus de gain en volume net de bois d'œuvre sur une période de 20 ans. Puis là, c'est là qu'on vient dire, bon, ben voici notre maturité technique dans ce cas-là pour l'érable à sucre à 44 cm dans cette région-là. Rendu là, le négatif de la mortalité puis le positif de l'accroissement des arbres survivants en volume, il s'égale. Puis ça veut dire qu'un arbre de 44 cm, je le laisse aller, j'en ai 100, je les laisse aller 20 ans, j'en reviens 20 ans plus tard, il y en a quelques-uns qui sont morts, il y en a quelques-uns qui sont dégradés, il y en a quelques-uns qui sont beaux puis qui ont continué leur croissance, mais le tas de bois global, on estime qu'il est le même. On n'a pas gagné un mètre cube de bois d'œuvre. Si on regarde, là, je fais une synthèse parce qu'on s'entend que j'ai des résultats là, pour différents types de maturité, puis plein de régions écologiques, puis pour avoir des tableaux, là, puis finir, là, on va aller en synthèse. Là, le reste est disponible là, sur demande, il n'y a pas de problème. Là. Les maturités pathologiques, comme je vous disais, plus axées sur la fibre. Pour les rabassures bouleau jaune, c'est autour de 52 cm qu'on avait comme résultat. Ça variait de 46 à 62 selon les situations géographiques. Là. 46, c'est plus comme genre du chêné. Puis 62, c'est plus comme le Bas-Saint-Laurent. Puis ça tourne autour de ça. Puis ça ressemble un peu à ce qu'on a de souvent dans les prescriptions ces années-ci, ce qu'on a eu des dernières années, d'avoir, on ramasse des arbres qui sont M en premier, mais à un moment donné, on permet d'avoir ce qu'on appelle les DAR, le diamètre optimal de récolte, de dire les arbres de 56 cm et plus, souvent c'est à 56 qui est fixé, de dire, bien ceux-là, on peut les ramasser même s'ils sont beaux, on considère qu'ils sont matures. Bien là, tu vois, ça tombe pas mal dans ces ordres de grandeur-là. On arrive autour de 52, c'est la valeur la plus fréquente. Là. Mais fait que ça vient nous dire que peut-être dans le fond, ce qu'on appliquait comme type de maturité dans les dernières années, c'était une maturité pathologique. Pour la fibre, c'était peut-être correct. Mais au niveau, quand on pense production de bois d'œuvre, bois de haute valeur, la maturité technique est plus souvent, comme les rabat sucre, autour de 44 cm. Ça varie de 40 à 48. Comme je disais, 40, c'est vraiment du chêné. Là. Les autres, souvent, c'est 44. Il y a quelques exceptions à 48. Le bouleau jaune est plus souvent à 48. Puis ça varie un petit peu moins, entre 46 et 50 cm. Si on la regarde en maturité financière, quand on met des signes de piastres sur les valeurs précédentes, ça a juste changé de quoi pour les rabats sucre. Là, on a un petit gain de 2 cm dans la plupart des régions. Là, au lieu de 44, on ferait 46. Puis le bouleau jaune, ça ne changeait pas. C'était bien égal à la maturité technique. Là. Fait que nos analyses qu'on a faites n'étaient pas très sensibles à la valeur des bois. Là. Dans le cas du bouleau jaune, on n'avait pas de prix pour le déroulage. On a regardé nos bases de données qui avaient servi à calibrer les modèles, puis il y avait la moitié du bois, de la somme déroulage F1 qui c'était du déroulage. Fait qu'on estimait un prix de déroulage. On a dit, supposons que le déroulage est 25 % plus cher que le sciage en moyenne. C'est pas énorme, 25 %, mais il y a différentes qualités dans le déroulage. C'est pas tout le temps du beau déroulage aussi. Puis on a roulé le modèle, puis ça ne changeait rien. C'était pas sensible à ça. Là. Ce qui drive vraiment la maturité financière, c'est beaucoup la maturité technique, qui, elle, est fonction des paramètres du modèle qui prédit les volumes par produit. Puis c'est fonction de... Je mets précédent, là.
faut que j'y aille étape par étape. Là. Et où les courbes se croisent. Là. Tu sais, où le 44 cm, là, on a beau changer les modèles, là, les courbes finissent toujours par se croiser un peu dans ce coin-là. Là. Il n'y a pas grand miracle à faire là, pour s'éloigner de ça. Là. On avait même aussi, là je vous parle de maturité sur un horizon de 20 ans. Ça, c'est une subtilité, c'est que notre modèle permet de l'évaluer sur 10 ans, 15 ans ou 20 ans. Puis l'idée, c'est que plus je vais laisser un arbre longtemps, plus il y a de risques à le laisser, plus mon diamètre de maturité va baisser. Si je disais que je faisais de l'aménagement sur une rotation de 10 ans, bien, mes érables à sucre de 44, je pourrais laisser, ce serait peut-être 46 ou 48, là, mon diamètre que je pourrais laisser, parce que je prends moins de risques, je vais revenir plus rapidement. S'il commence à se dégrader, je vais le couper et je vais revenir le chercher. On était capable d'avoir une perspective par en arrière, hein, à partir de 20 ans, reculer jusqu'à 10 ans. Puis on voyait que ça augmentait un petit peu les diamètres de maturité. À l'opposé, ce qu'on a donné comme information aux gens qui font les prescriptions civicoles des régions, c'est de dire, bien, si vous faites des rotations de 30 ans ou plus, bien, on pourrait baisser un petit peu les diamètres de maturité, mais c'est des affaires de 1 à 4 cm. Là. Souvent, les gens, s'ils font une rotation de 30 à 40 ans, ils vont le baisser comme de 2 cm à peu près, puis c'est tout. Là. Ça ne fait pas des gros changements, mais c'est une avenue qui a été ouverte et qui a été analysée. Là. Je n'irai pas plus en détail là-dessus pour l'instant. Il y a des éléments de discussion sur ces résultats-là. Si on regarde ce qui s'est fait ailleurs, dans l'État de New York, Anson et Nyland en 87, eux autres, leur méthode, elle ne considérait pas que les arbres pouvaient se déclasser. T'sais. Pour eux autres, un arbre était beau, puis il restait tout le temps beau jusqu'à ce qu'il meure. Là. Mais il arrivait quand même à des maturités techniques et financières autour de 50 cm. Puis si on considère notre région, pour les rables à sucre, puis si on considère notre région écologique qui est collée sur l'État de New York, c'est la région 3D. Là. C'est vraiment, nos données viennent du coin de lac Mégantic. C'est ce qu'on a de plus proche de vers l'État de New York. Là. Puis on est arrivé à 48 cm. Est-ce qu'on est plus fin qu'eux autres? Eux autres, ils testaient 40, 50 puis 60. Là. Ils sont arrivés à la réponse 50. Là. Puis on arrive sensiblement à la même réponse qu'eux autres. Dans le New Hampshire, Leake, lui, il avançait des chiffres, mais c'est pas très documenté sa méthode. On n'a pas tout le détail de sa méthodologie. Mais lui, la façon qu'il l'expliquait, il identifiait sa maturité au diamètre où le potentiel d'amélioration de la qualité il serait maximal. C'est-à-dire, si tu es sur le point de passer une classe de qualité qui va te permettre d'aller chercher des billes de plus, bien là, il n'est pas encore mature. Mais une fois que tu l'as atteint, cette classe-là maximale, il serait mature. Lui, il appelait ça une maturité financière. Moi, je considère que c'est plus une maturité technique, là, dans ma façon de le définir. Puis, il parlait de diamètre de 40 ou 50 cm selon la qualité des arbres. Là, dans la dernière édition de son guide, en 2014, il est apparu un diamètre à 60, là, mais on n'a pas plus d'explications comme ça. Au Québec, ben, on avait Zoran qui nous disait que dans son guide, il parlait de diamètre entre 45, 50, 55, 60 cm. Les 45, c'était vraiment pour les érablières nordiques, là, puis ces sommets de montagne, là, plus dans le domaine de la sapinière bouleau jaune. Sinon, c'était plus 50, 55, 60. Puis lui, c'était son expérience terrain en regardant la diminution de fréquence des gros arbres de belle qualité. Il a dit, ben rendu là, il n'y a plus bien de beaux gros, fait qu'on doit plus être capable d'en produire tant que ça, fait qu'on pourrait arrêter là. T'sais. C'est un peu basé comme ça, c'est ce qu'on avait. Il y a Serge Vézina en 2001 qui avait fait un exercice qui avait simulé la croissance. Il y avait des données de croissance par des classes de qualité ABCD. Mais son exercice, c'est une maturité financière. Il a mis des valeurs là-dessus sur les produits qui sortaient de ça. Mais il n'y avait pas de mortalité dans son modèle, puis il n'y avait pas de déclassement. Fait que c'était comme, mettons, un érable à sucre qualité A de 40 cm. Ben, il pousse, puis il est toujours qualité A. Puis à un moment donné, il ne pouvait pas mourir, il ne pouvait pas devenir un C ou un D. Il manquait ça. Fait que moi, je considère que c'était comme très optimiste là, comme approche. Là. Puis il arrivait à des maturités financières de 50 à 59 cm selon si c'était de l'érable à sucre ou du bouleau jaune, puis selon si c'était du A, du B, du C ou du D. Là. Ça, c'est les qualités des arbres sur pied, là, le ABCD. Il y a l'étude récente avec David Potier là, ils ont regardé la distribution de fréquence des classes MSCR puis ABCD avec les données des inventaires. Puis, il avait fait des catégories. Là. Il y avait les MS d'un côté puis les CR ensemble pour savoir si c'était des arbres qui avaient des défauts majeurs ou qui étaient vigoureux. Puis il y avait des arbres de qualité, les ABC ensemble puis les D de l'autre côté. Mais il n'avait pas abordé directement la question de la maturité. Mais quand je suis retourné voir leurs données, puis je trouvais quand même intéressant la courbe que je pointe là. C'est pour des érables à sucre qui sont de priorité CR. Fait que c'est des arbres de belle qualité. C'est comme mes vigorins un peu de tantôt. Puis ABC, ils ont un potentiel de bois d'œuvre. Fait que ça ressemble pas mal à mes arbres. Puis ça, c'est la proportion
de ces arbres-là dans l'inventaire en fonction du diamètre. On voit qu'elle diminue en augmentant le diamètre, il y en a de moins en moins. Bien, là où on prédit, nous autres, nos maturités autour de 45 cm, ça donne comme, c'est pas mal à 50% de fréquence de ces arbres-là. Là. Fait que, je trouvais que c'était intéressant de se donner peut-être une indication que si quelqu'un est dans un secteur qui a un inventaire qui permet de décrire sa proportion de ses arbres, comment ils sont classés, puis qui se demande ce serait peut-être quoi ces maturités techniques, ben c'est peut-être quand que tu as plus de la moitié, c'est là où tu as la rupture, où tu tombes à moins de la moitié de tes arbres qui sont beaux. C'est des beaux gros arbres de belle qualité. Quand tu en as moins que la moitié, pose-toi des questions. Là, rendu là, peut-être que tu es rendu dans des classes où il y a trop de dégradation, puis éventuellement, tu vas avoir trop de mortalité. En tout cas, c'est une hypothèse, là, ça serait à vérifier. Il y a Philippe Avriliuk qui a publié cette année des données avec. Il a pris des arbres sur une matrice de répartition ABCD, MSCR, puis il est allé il a fait tout tronçonner ses arbres, il les a toutes fait scier. Il a mis des signes de pièces au mètre cube pour chacun de ses arbres selon les sciages qu'il a obtenus. Je vous invite surtout à concentrer sur le nuage de points plus que toutes les courbes comme telles, là, mais c'est surtout que sur le nuage de pointe, on a l'axe, on a les diamètres en bas, puis on a la valeur de l'arbre en dollars américains au mètre cube. C'est une valeur au mètre cube, il ne faut pas oublier ça. Là. Puis là où il y a les données les plus élevées, là, c'est là j'ai mis ça à peu près, là, j'en ai même pas parlé, là, mais à l'œil avec ces graphiques, là, c'est 33-48 cm. C'est là-dedans qu'elle allait chercher le plus de valeur au mètre cube dans ces arbres qu'il y a ici. Fait que tu sais, il n'y a pas beaucoup d'arbres en haut de 50 cm, on s'entend, mais les quelques-uns qu'il y a, ils n'ont pas tant de valeur que ça au mètre cube. Mais c'est certain qu'ils ont beaucoup de mètres cubes, fait qu'au final, ils ont quand même pas mal de valeur, là. Mais on voit que le pic est vraiment autour de ça. Puis, tu sais, quand on est dans le 40-45 cm, là, moi, j'ai mon beau-père, c'est un forestier, là, un bûcheron, si on veut, là, puis ils ont toujours dit, ben, un merisier de 16 pouces, c'est payant, là, tu pars avec ça, c'est le plus beau, là. Après ça, là, ça donne rien de les laisser pousser plus que ça, tu sais. Puis, un peu partout, à chaque fois que je suis allé dans des travaux, dans les régions, tu as affaire avec les opérateurs, tout ça, ils se demandent tout le temps pourquoi que les arbres de 16-18 pouces, on ne les coupe pas, tu sais, quand ils sont beaux, là. C'est là qu'il y a de la valeur, puis c'est là qu'ils sont à leur meilleur. La prochaine fois, les autres, souvent, ils ne croient pas à ça. Puis les chiffres, toutes les études, les chiffres qu'on ramasse, ils abondent tous dans le même sens que ça. Fait que c'est pour ça que je dis que les chiffres sont assez cohérents avec ceux d'autres études, puis avec les échos qu'on a sur le terrain. On parle de maturité technique ou financière entre 40 et 50 cm. On les nuance selon les régions et les types de maturité. Là, on a des tableaux de ça, là, mais en gros, c'est ça. Les dernières années, on pratiquait avec un diamètre, je vous en ai parlé tantôt, là, le diamètre optimal de récolte, le DOR, là, à 56 cm, en 6e priorité de récolte. Fait que souvent, ça faisait qu'on ramassait des M bois d'œuvre, des peu longévifs, des M pâtes, des S bois d'œuvre, des S pâtes. Là, à un moment donné, on arrivait au DOR. Mais souvent, on ne se rendait pas là. C'était fini avant ça. On avait atteint notre maximum de prélèvement. Mais il n'y a pratiquement pas de récolte de beaux gros arbres, autrement dit. Puis là, ben, dans les peuplements actuels, il n'y en a quand même pas une tonne. Il ne faut pas penser que si on dit demain matin, on va se mettre à en récolter de ces arbres-là, que ça va faire des coupes à diamètre limite à 50 de prélèvement avec juste ces beaux gros arbres-là. Ça représente ces années-ci, là, les inventaires qu'on voit passer, là, 1 à 2 mètres carrés à l'hectare, moins de 10 de la surface terrière. On parle de peut-être 8, 10, 12 arbres à l'hectare. Tu sais, c'est là-dessus là, qu'on travaille. Là. Le reste, il y a encore de la place pour faire de l'amélioration de peuplement, pour récolter des arbres qui sont défectueux et qui restent de mourir, là, ce qu'on appelle les M. Là. Il y en a encore de la place pour ça, puis choisir des arbres d'essence moins désirée. Mais ça peut venir faire une composante non négligeable de revenus, d'amélioration du panier de produits dans la transformation. Je suis rendu à la mise en œuvre des résultats. Ça a été fait, ces travaux-là, l'hiver passé, dans le cadre d'un comité qui s'appelle le CIMOT, un bel acronyme, comme on est bon pour en inventer en foresterie. Puis, on a commencé à faire le transfert de ces résultats-là au printemps dernier, dans les unités de gestion avec les bénéficiaires. Le suivi des recommandations du comité, puis entre autres des résultats dont je viens de vous présenter, sont rattachés au chantier feuillu de la direction de l'aménagement et de l'environnement forestier. Le rapport du CIMOT est disponible sur Internet. Là. Vous pognez l'acronyme, vous tapez ça sur Google, puis bang, vous l'avez. Il y a un acronyme de même, il n'y a personne d'autre qui a inventé ça sur la planète.
puis dans le cadre de ce comité-là, on a fait aussi des simulations. Là, on monte à l'échelle du peuplement. Là. On a pris notre simulateur SAMAR qui a été développé à la direction de la recherche forestière. C'est certain que c'est calibré avec une grosse partie des mêmes données qui ont servi à faire l'étude que je viens de vous présenter au début. Là. Puis, on a pris des conditions différentes de peuplement qu'on rencontre dans les cas d'aménagement. On a simulé des coupes de jardinage, des coupes progressives et régulières couverts permanents. On les a simulés sur 3 rotations. Un point important, on avait un déclencheur de traitement. On attendait pour faire un traitement qu'on reprenne 24 mètres carrés à l'hectare, qu'on ait un retour au volume initial de déroulage F1, F2. Les travaux-là, ils ont été faits entre autres avec Jean-François. Le WSP maintenant. On a changé de nom l'hiver passé, qui nous a fait rouler les simulations l'hiver passé. Là. On l'a empêché de dormir pendant un mois. Là. Puis les modalités qu'on a testées, on a récolté en priorité des armatures à 40 ou 50 cm. À ce moment-là, les travaux de ce que je vous ai présenté tantôt, mes diamètres de maturité autour de 45, ils n'étaient pas encore sortis. Là. Les deux choses se faisaient en parallèle. Puis on testait aussi les modalités de base de la récolte en 6e priorité des arbres matures. Autrement dit, on a simulé la pratique qui était courante à cette époque-là et la modification qu'on anticipait d'avoir de récolter en priorité des arbres matures à 40 ou 50 cm. On a fait d'autres modalités, mais là, ce n'est pas l'objet de présenter tout ça aujourd'hui. Puis, je vais aller plus sur ce qui est en lien avec ce que je vous ai présenté au début. Là. La préoccupation, évidemment, c'est la durabilité. On a regardé au niveau des récoltes, puis on s'est rendu compte que récolter davantage d'arbres au diamètre de maturité à 40 cm améliorait les récoltes moyennes, ce qui est assez évident. Là. Notre volume moyen récolté de bois d'œuvre, ça le permettait d'augmenter. Les petites lettres au-dessus des colonnes, c'est pour montrer les différences qui sont significatives. Là. Avec les lettres différentes, montrent des différences significatives. Puis, fait qu'on allait chercher un gain comme ça. La moyenne des 3 récoltes pour le bois d'œuvre de haute valeur. On va regarder la durabilité de tout ça. Est-ce que ça se maintient avant chaque coupe? Puis, ce qu'on a vu, c'est qu'au bout de 2 rotations, vous voyez, il n'y a pas de différence significative entre nos traitements de base ou nos traitements où on vient les récolter. On n'avait pas de différence significative. Bon, les colonnes sont au-dessus de 0, il y avait toujours un léger gain, mais là, ça peut être un effet du simulateur. Là, mais l'important, c'est les différences entre les colonnes. Puis entre les colonnes, il n'y a pas de différence significative là, si on allait récolter ces arbres-là ou pas. La rotation était peu affectée, soit dit en passant aussi, là, dans les cas des coupes de jardinage. On avait des rotations de 20-25 ans quand même qu'on simulait, même si on mettait un diamètre à maturité financière, là, diam F, c'est ça que ça veut dire, là, même si on le mettait à 40 cm ou à 50. Les rendements annuels, si on ramène ça en mètres cubes par hectare par année, récolter davantage de ces arbres-là améliorait le rendement en bois d'œuvre. C'est là que ça venait compenser. On avait un petit gain significatif de rendement en mètres cubes par hectare par année en bois d'œuvre de haute qualité sur 2 rotations. Essentiellement, ça revient à dire un peu ce qu'on montrait précédemment, c'est que là, on vient les récupérer, ces arbres-là, au lieu de les laisser se dégrader puis mourir. C'est ce que le simulateur crée comme situation. On a regardé au niveau des attributs écologiques, beaucoup la question d'un enjeu de gros bois et de vieux peuplement. Là, je ne rentrerai pas dans le détail, je vais vous montrer un graphique, là, mais s'il y en a qui ont des questions là-dessus, on pourra regarder ça plus en détail ensemble ou en discutant après la rencontre. Là. Mais ça, c'est un schéma qu'on avait fait avec des travaux de Jean-Pierre Jeté sur l'aménagement écosystémique pour répondre à des enjeux de structure interne de peuplement, pour avoir des attributs de vieux peuplement. Nos peuplements qu'on appelle des catégories A ou B, c'est eux autres qui ont le plus de surface terrière, c'est l'axe horizontal, et de surface terrière de gros bois, les 40 cm et plus, c'est l'axe vertical. Nos peuplements, essentiellement, ils partent d'ici, nos débuts de simulation, puis on les bûche, ils s'en viennent dans le bas. Puis là, les zigzags qu'ils font, c'est chacune des rotations, là, comment ils évoluent. Mais essentiellement, ce qu'on montrait avec ça, c'est qu'on réussissait à ramener des peuplements qui avaient des attributs quand même assez similaires, qu'on ne créait pas trop d'écart. Les lignes en rouge, avec le diamètre financier à 40 cm, c'est lui qu'on s'écarte le plus de notre scénario de base, qui est le petit pointillé. Là. Puis, mais ça reste qu'en fin de rotation, on revient toujours dans ces coins-là, dans ces eaux-là. Là. Fait qu'on attendait des fois 2-3 ans de plus, mettons, en moyenne, là, mais on créait des peuplements qui avaient des structures, des attributs assez semblables à ce niveau-là. C'est une évaluation grossière de voir l'impact qu'on pouvait avoir sur les attributs écologiques dans le contexte d'aménagement écosystémique. C'est beaucoup notre critère de fin de rotation qui créait ça. C'est qu'on demandait pour créer notre traitement, de venir dire OK, il faut avoir 24 mètres carrés à l'hectare, puis il faut avoir reconstitué notre bois d'œuvre. Puis c'est ça qui faisait que, vu qu'on demandait de reconstituer le bois d'œuvre, de haute valeur, du gros bois, donc on s'obligeait à ravoir des gros arbres dans le peuplement. Fait que ça venait atténuer notre impact sur les attributs de vieux peuplement.
C'est développé avec ça des outils de diagnostic, avec des balises pour les gens qui puissent, au niveau de la prescription sylvicole. On a pris toutes nos données de simulation, on a fait des régressions avec, dans le fond. Puis ce qui ressort, c'est que pour prédire notre volume de bois d'œuvre à la prochaine rotation, la variable qui ressort fortement, c'est le capital forestier en croissance, le CFC, la quantité des CR bois d'œuvre qu'on a laissé en forêt, qui ont à peu près entre 24 et 44 cm. Certains, on avait fait des catégories, c'est pas coupé au couteau de même, la vraie vie, là, mais ça vous donne une idée. En moyenne, on avait autour de 20 mètres cubes à l'hectare dans nos peuplements. Si je veux reconstituer de bois d'œuvre de haute valeur, on avait ça au départ. Si on veut reconstituer ça à la prochaine rotation, il faut que je laisse comme surface terrière résiduelle, après coupe, un CFC d'environ, mettons, 4,6 mètres carrés à l'hectare. Sur une rotation, la ligne que là, c'est une rotation de 20 ans. Ça va me permettre de retrouver à peu près mon 20 mètres cubes à l'hectare. On s'entend, là, c'est des régressions sur un nuage de points de simulation. Là. Au niveau statistique, ça vaut ce que ça vaut, là, mais par contre, au niveau pratique, c'est vraiment utile. C'est ce que les gens utilisent. C'est des choses qui sont en train de se faire programmer dans DICA, là, qui est le système d'information pour préparer les données d'inventaire pour la prescription sylvicole. Puis en même temps, même nous autres, comme chercheurs, ça nous donne des règles du pouce merveilleuses. Là, on le voit dans le bois. Là. Des fois, on dit crime ici, c'est beau, mais on ne savait pas comment le décrire. Là, tu arrives, tu t'en rends compte, tu prends ton prisme. Si tu as 2, 3, 24, 44 de belle qualité dans ton point de prisme, puis après ça, on va le voir, là, le critère d'après, c'est d'avoir assez de perches, assez de petites tiges des 10-22 pour remplir ça. Puis ça en prenait à peu près autour de 2 mètres carrés à l'hectare, ça veut dire qu'il en rentre un. Fait que tu arrives ton point de prisme, il rentre une belle perche, puis il rentre 2, 3 belles grosses tiges. Tu te dis, j'ai ce qu'il me faut pour ma prochaine rotation, pour m'assurer mon rendement à long terme. C'est des indicateurs simples. C'est certain que ça te prend d'autres arbres pour faire du bourrage, pour avoir du volume, là, mais on parle juste de qualité minimale. Là. Ça permet de revenir définir un peu qu'est-ce que ça nous prend comme CFC, comme capital forestier en croissance dans nos peuplements pour s'attendre à avoir des rendements intéressants. Fait que ces 2 mètres carrés à l'hectare de perche, ils viennent t'aider à remplir tes 24-44, à venir compenser. C'est des tiges qui vont migrer, qui vont devenir ça, c'est pour dans 2 puis 3 rotations, ces tiges-là, dans le fond. Là. Fait que c'est ces relations-là, je vais expliquer essentiellement ce qu'ils permettent de faire, là, parce que je pense qu'il faut que j'accélère un peu. Mais c'est vraiment des outils de diagnostic qui viennent vraiment aider les gens à préparer leur prescription sylvicole. Puis c'est en cours de programmation. Fait que là, conclusion du comité, quand on regarde ça plus globalement, là, les résultats que je vous ai présentés au début, c'est les diamètres de maturité. C'est qu'on amène un changement de paradigme, où on passe d'utilisation d'un diamètre qui était plus comme la maturité pathologique à un diamètre de maturité financière, c'est ce qu'on a recommandé. Ça amène des changements possibles dans les priorités de récolte, mais sans nécessairement affecter négativement. On veut la rentabilité à long terme, même ça peut même l'affecter peut-être positivement, c'est ce qu'on pense. Puis, mais on peut aller chercher du bois d'œuvre puis là, maintenir le produire, mais à condition de s'assurer de regarder les balises qu'on a. Est-ce qu'on a assez de capital forestier en croissance des bonnes classes de diamètre? Puis, bon, puis je faisais le lien avec les CDL, là, mais c'était juste de dire, dans le fond, on ne retombe pas nécessairement dans les CDL parce qu'on ne fait pas juste dire, OK, allez-y, puis coupez juste ces arbres-là. Non, non. Vous pouvez en couper de ces arbres-là sous certaines conditions, dans un certain contexte, à partir du moment où vous avez ce qu'il faut comme capital en croissance, puis que vous assurez des autres paramètres, de contrôler le prélèvement, d'avoir une surface terrière résiduelle. On va quand même prélever des arbres mourants, des M, là, ça va être encore présent. C'est juste souvent, ça va être comme en deuxième priorité. Puis, mais de toute façon, les 2 premières priorités, on les fait tout le temps. Et ma dernière diapositive. Il y a un suivi des travaux qui est fait avec la direction de l'aménagement et de l'environnement forestier. Là, puis on fait un sondage auprès des unités de gestion pour 2015-2016. Ce qu'on voit que dans la région de Montréal, au nord dans la région de Montréal, ils pensent l'appliquer selon les unités de gestion sur 25 à 100 % de leur superficie d'érablière puis de bétulets jaunes à sapin, là, avec un diamètre à maturité financière autour de 44 cm. Puis dans la région de l'Outaouais, là, c'est 0 à 100 % selon les unités d'aménagement. Ça dépend des problématiques locales. Il y a des unités d'aménagement où ils ont des problèmes de régénération importants. Ils ne peuvent pas se permettre d'aller chercher ces arbres-là. Il faut qu'ils les maintiennent comme semenciers. Tandis qu'il y a d'autres unités d'aménagement qui n'ont pas ces problèmes-là. Puis à ce moment-là, ils le font plus. Puis ils ont adapté leur diamètre selon leurs objectifs locaux aussi, puis selon leurs paramètres qu'on a définis. Région 8 sont à l'étude là-dessus. Ils ont un autre contexte. Région 8, c'est le Témiscamingue essentiellement dans ce cas-là. Là. Ils ont un marché de pâte, ils n'ont pas de marché de bois d'œuvre. Les autres nous demandent plus s'ils ne devraient pas utiliser la maturité pathologique. C'est juste pour vous montrer que ces résultats-là sont repris. Dans le fond, c'est les gens des régions au ministère qui nous les ont demandé qu'on fasse ces analyses-là. Ils les prennent, ils les mettent en œuvre,
mais ils l'adaptent à leur réalité locale. C'est pas une mise en œuvre mur à mur, et voici, on a un chiffre magique au Québec qu'ils mettent à 10-45 cm, on prend tout ça, puis on roule, là. C'est non, non, il y a une méthode avec ça, puis les gens l'adaptent à leur situation qu'ils rencontrent. Fait que j'ai mis les références pour la version électronique, là, s'il y en a qui s'intéressent. Puis un gros merci à tout le monde. À DRF, là, il faut être conscient que oui, ça s'est fait vite, ces affaires-là. On a fait ça. On a commencé l'année passée à SDATI à travailler là-dessus. Puis on est déjà dans. Cet été, il y avait déjà de la mise en œuvre de ça sur le terrain. Puis la boucle a été très, très rapide. Mais ça fait 30 ans qu'il y a du monde qui travaille pour ramasser ces données-là, puis les préparer. Puis, tu sais, ça se fait. C'est ça de la recherche à long terme, là. Ça a pris tout ça. Les membres du comité du CIMOT, évidemment, qui ont donné des feedbacks sur toutes les analyses, puis les gens de la DAF pour le suivi de toutes ces choses-là. Et voilà, merci. Alors, merci, M. Guillemette, pour votre présentation. On aurait le temps pour peut-être 2-3 questions. On a une quinzaine de minutes. Alors, s'il y en a qui ont des questions, je vais aller vous porter le micro parce qu'on capte le son du micro pour qu'on puisse faire des vidéos avec ça après. Alors, c'est ça. Oui, c'était juste par rapport à la perte de qualité pour les gros diamètres. Est-ce que ça ne serait pas attribué à l'époque des coupes à diamètre limite où justement les arbres de mauvaise rectitude ou de mauvaise qualité sont restés sur pied, puis ensuite ils ont grossi, puis ce que maintenant on prend en compte dans l'étude, c'est ces anciens arbres-là. Donc, ce qui ferait que dans les résultats, on aurait l'impression que les gros arbres perdraient en qualité, alors que si à la base on gardait des bonnes tiges, peut-être que ce diamètre, justement, la qualité serait supérieure? C'est une très bonne question. On l'a en tête, ce paramètre-là, c'est clair. C'est certain qu'on n'exclut pas la possibilité que dans 20 ans, on puisse réviser ça pour arriver à des diamètres plus élevés. Mais pour l'instant, avec les qualités de forêt de tiges qu'on a, c'est pas mal ça que ça donne. Puis quand on regarde, même dans les petites tiges plus petites, on a quand même pas mal de dégradation. Parce qu'il faut comprendre que dans ces peuplements-là, la plupart de mes données ils proviennent de forêts que, mettons que ça faisait 30-40 ans qu'il n'y avait pas eu de coupe avant qu'on rentre dedans. On a laissé les moins pires arbres qu'il y avait. Puis là-dedans, on a analysé les meilleures arbres qu'il y avait dans ces données-là. Puis, bien fait de garder mes backup slides, là, toujours pratique. Ça montre un peu, c'est en version modélisée, là, des points, mais c'est un petit modèle bien simple. Là. Les taux de changement des vigueurs 1 sur 20 ans. Tu prends le bouleau jaune, là, regarde même dans mes diamètres plus bas, là, ici là, à 24-32 cm. Ces arbres-là, ils n'ont pas eu de sélection négative à cause des coupes à diamètre limite. Là. Et il y avait peut-être 12 cm au moment des coupes à diamètre limite. Puis quand je les laisse aller 20 ans, là, j'en perds à peu près 10-12 %, puis j'en ai un autre à peu près, un autre 15 % qui déclasse, qui apparaît des défauts majeurs dessus. Puis pourtant, on a tout fait pour les garder, ces arbres-là, puis ils n'ont pas été discriminés sur une coupe à diamètre limite. Fait que, on ne s'attend pas à ce que ça change bien gros. Là. Il peut y avoir un changement, oui, peut-être plus dans les sciages, comme l'étude que Philippe a faite, peut-être plus là qu'on va les capter. Les gros, qui n'y en avait pas beaucoup, là, lui, là, mais dans ces gros arbres qui n'avaient pas peut-être un bon rendement sciage, peut-être là, on va le capter. Mais au niveau de mes classements, là, je pense pas faire une grosse différence à cause de ça. C'est la même chose dans l'érable à sucre. Là. Les érables meurent moins, mais ils déclassent plus. Puis même dans les petits diamètres, là, ici, là, regarde, j'en ai énormément. Là. Il a apparu des défauts majeurs sur ces arbres-là en 20 ans. Fait que je ne pourrais pas faire des miracles avec ça. J'en ai déjà. Il m'en reste 60 % qui sont restés beaux de mes beaux au bout de 20 ans dans mes petits diamètres. Ben, c'est certain que si je fais une sylviculture bien intensive, quasiment d'élite, que je nounouche mes arbres, un super bon site, je vais peut-être avoir mieux que ça. Puis il y a ça aussi, soit dit en passant, on a beaucoup de données qui sont calibrées sur le bouclier canadien, puis dans les domaines de l'érabia à bouleau jaune puis de la sapinière à bouleau jaune, mais surtout de l'érabia à bouleau jaune. Puis peut-être que si on a une couple de sites, des fois, là, on a des études comme en Estrie, dans l'érablière à tilleul, là, dans le secteur de Windsor avec Domtar, puis on a des accroissements complètement différents. Là. Puis peut-être sur des sites comme ça, des arbres de belle qualité, on va pouvoir les pousser plus loin. Là. Mais à court terme, là, en tout cas sur 20 ans, là, je pense pas qu'on va arriver à bien mieux. Là. Mais peut-être qu'à long terme, c'est pas impossible. La porte est ouverte, c'est certain.
François, je voulais te demander, pour la mise en œuvre de ce que tu proposes, là, si j'ai bien compris, ce que tu proposes, c'est d'inverser, c'est d'ajuster les diamètres optimaux de récolte, puis de faire remonter la priorité de récolte à une première priorité, c'est ça? Oui, de ramasser ce qu'on appelle les dards avant, là, les passer dans les premières priorités de récolte, à condition qu'on ait suffisamment de capital forestier en croissance dans les 24-44 cm, puis qu'on ait assez de perches d'avenir dans les petits, là. Okay. Qu'on ait ce qu'il faut pour assurer, qu'on ait des conditions pour avoir un bon rendement sur les prochaines rotations. Okay. C'est dans ce contexte-là. Ma question, c'est parce que avant ça, c'était l'inverse. Puis bien souvent, on ne se rendait jamais au dard parce qu'il y avait trop d'arbres peu vigoureux finalement. Donc là, tu vas laisser nécessairement des arbres non vigoureux en forêt. Puis je sais que vous avez un modèle de mortalité, là, mais tout repose là-dessus finalement. Est-ce que tu es confiant que le modèle de mortalité est assez précis pour qu'on ne retourne pas en rond finalement, qu'on ne conclue pas dans 10 ans que oh non, il y a eu trop de mortalité après nos coupes? Bien, les arbres qu'on va se trouver à laisser, dans le fond, là, l'inversion qui se fait dans les priorités, là, c'est entre les S et les dards. En simple, là. C'est ça. C'est les arbres. Fait que les M, ils restent encore dans les premières priorités, puis normalement, on les attaque quand même. On a fait une première évaluation à 5 ans là, de la mortalité selon MSCR. On avait autour de 13 % de mortalité des M en 5 ans. Ça, si tu projettes ça 5 fois pour faire 25 ans, ça fait 75 % de mortalité. Fait que ça veut dire que c'est assez bien ciblé que les M restent pas mal toutes de mourir, en grande partie au cours de ta rotation. Les S, on n'avait pas tout le temps des différences significatives avec les autres classes, les C et les R. Mais c'est certain que c'est des futurs M. Hein. Pour la plupart, là, on les laisse là. On va revenir dans 20 ans, puis ça va être nos M de dans 20 ans. À quelque part, ce que montrent un peu les modèles, parce que je l'ai essayé de le calibrer aussi sur des arbres qui étaient comme des vigueur 3, c'est-à-dire des arbres qui ont un potentiel bois d'œuvre, puis qui ont pas de qui ont un défaut majeur. Puis, ce que ça l'indiquait, là, mais tu sais, je l'ai fait juste sommairement, là, mais ce que ça suggérait, c'était que, tu sais, dans le fond, un petit arbre, mettons un 30 cm, là, qui a une fente là, spiralée un peu, là, puis il n'y a pas trop de potentiel de bois d'œuvre, puis il est S à cause de ça. Le fait de le laisser au lieu de le récolter, présentement, il n'y a comme à peu près pas de bois d'œuvre dans cet arbre-là pour toi, parce qu'il y a 28-30 cm, puis il y a des défauts. Mais si quand tu reviens, il y en a 38, ben peut-être tu vas être capable d'aller chercher une bille dedans. Fait que lui, les courbes, il plantait pas autant. Il était plus comme plate. Il gagne pas, puis il perd de rien. Fait que tu risques pas grand-chose de le laisser pousser encore 20 ans. Au pire, il meurt, puis tu n'as rien perdu parce que tu n'avais quasiment rien quand tu es passé. Puis au mieux, ben, il t'a donné une petite bille de bois d'œuvre dedans pour la prochaine fois, puis il a gagné de la valeur. Fait que souvent, c'est là que se fait l'échange. C'est là-dessus qu'on est confiant. Pour ce qui est des modèles de mortalité, je te dirais, regarde, en tout cas, on est confiant dans le sens qu'on a beaucoup de tiges. Là. On parle de 11 000 tiges, puis il y en a beaucoup qui sont suivies sur 20 ans depuis ce temps-là. Avec les données des faits réels, on a augmenté beaucoup notre couverture de la province. C'est juste que souvent, tout le monde va rester à dire « Ouais, mais la mortalité, il y a beaucoup de variabilité. » Mais je vous dirais que les deux gros paramètres par rapport à la mortalité qui fait cette perception-là, c'est les perturbations majeures. Tu sais, le gros chablis qu'il y a eu en 2006 au Témiscamingue, là, ça on ne contrôle pas ça, on ne gère pas ça, puis c'est un coup de dé là, qui nous tombe dessus, puis tu peux rien faire avec ça. Puis ça, on le capte pas, puis c'est sûr qu'on le simule pas là-dedans. Après ça, l'autre paramètre, c'est surtout de s'habituer que la mortalité, à l'échelle de l'arbre, c'est un 0-1. Hein? Ça a lieu ou ça n'a pas lieu. Fait que c'est toujours une probabilité après ça quand tu recalcules ça. Tu as une probabilité que ça arrive, c'est une proportion de tige. Fait que tu prends. Des fois, on me demande hey, cet arbre-là, là, d'après toi, ça va-tu mourir? Ben, je peux te dire qu'il y a peut-être, mettons, 25 % de probabilité qu'il meure d'ici 20 ans. Une chance sur 4. C'est tout. C'est ça que je m'arrête. Tu peux pas dire lui, il va mourir ou il ne mourra pas. Il fait partie d'un groupe puis qu'il y a une probabilité. Puis ça, là-dessus, je pense qu'on commence à avoir. En tout cas, la perception que j'ai, on commence à avoir une maudite bonne idée des probabilités de mortalité des arbres avec les modèles qu'on a. Là, selon, là, on commence à le ventiler avec les régions, tout ça. Je pense qu'on. Parce que moi, c'est pas le bout qui m'inquiète le plus, je te dirais. Là. On aurait le temps pour une dernière question. C'est plus un commentaire. Je suis pas d'accord. C'est juste pour rajouter un peu ce que tu as présenté confirme beaucoup de choses que j'ai faites dans une analyse qui est parallèle. Fait que je veux renforcer ça.
je veux partager aussi le fait que quand j'ai présenté des résultats similaires, le feedback disait, bon, ben, on vient en coupe à diamètre limite des années 60. Ouais. Là, il y a une grosse nuance à apporter en disant, ce qu'on fait ici, c'est déterminer une cible de production. Ouais. Ce qu'on sait des coupes à diamètre limite qui ont créé des catastrophes, c'est deux choses essentiellement. C'est des coupes à diamètre limite dans le peuplement écouillant, où là, quand on fait un diamètre limite, finalement, on enlève essentiellement le gros du couvert, ou quand localement, on a des tales d'arbres qui sont similaires. Puis à ce moment-là, quand on enlève tous les arbres qui ont le même diamètre, on crée des trouées qui sont indésirables. Ça, c'est des éléments qui, dans la mesure que tu as présentée, la police d'assurance, c'est la surface terrière résiduelle ou le taux de prélèvement qui s'assure est-ce qu'on laisse une réserve de couvert suffisante pour éviter les effets indésirables qu'on a dit le deuxième. Le premier, la question des peuplements écouyennes et écouyennes, on ne l'a pas abordé. Ce n'est pas vraiment un gros problème au Québec parce qu'on n'a pas tant que ça, les peuplements écouyennes. Mais je renforce le fait que c'est, je dirais, si c'est une coupe à diamètre limite, c'est une coupe à diamètre limite 2.0 parce qu'il y a l'élément de réserve que tu as amené, les bois moyens, puis l'élément aussi de prélèvement, taux de prélèvement qui est contrôlé pour éviter d'avoir des régénérations qui s'en vont dans une direction qu'on ne veut pas en feuilles intolérantes. C'était ce commentaire-là. Bon. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose? Ben, ça vaut, là. Mais essentiellement, c'est pour ça les balises qu'il y a. Je suis passé rapidement là-dessus, là, mais dans la mise en œuvre, c'est les points majeurs de tout ça. C'est la façon qu'on le met en œuvre. Je ne suis pas allé très loin là-dedans aujourd'hui, là, mais c'est ça qui fait toute la différence, comme tu dis, Jean-Martin. Là. On se met des bloqueurs, puis comme je vous dis, dans les régions, là, les gens, c'est comme ça qu'ils le prennent aussi. Ils disent, regarde, ici, le type de coupe qu'il faut faire là, dans le contexte qu'on est, on ne peut pas se les permettre de les récolter. On ne les récolte pas. Mais à une autre place, on se le permet. Ah, pas de micro. Mais c'est vraiment comme ça que c'est repris. Fait que c'est pas pris du mur à mur, les yeux fermés, on applique. Juste un complément, là, une mesure comme ça fait une différence de 500$ l'hectare en revenus. Le but cherché, c'était ça au début. Là. Puis un revenu, un changement de revenu qui est durable. Donc, ce n'est pas un écrémage de la forêt, puis après ça, on a un problème. Donc, ça fait actuellement, par rapport à la problématique de la forêt feuillue, ça fait toute une différence. Alors, c'est sur cette note que se termine ce café-conférence. J'aimerais vous remercier, M. Guillemette, d'avoir accepté notre invitation. Et merci à vous de vous être déplacé si tôt le matin. Et j'en profite pour vous inviter à notre prochain café-conférence qui va avoir lieu le 10 décembre. C'est Denis Cormier de FPI Innovation qui va venir nous parler de l'utilisation de drones en foresterie. Et le titre de sa présentation sera « Robots volant, un nouveau point de vue sur la forêt ». Alors, en espérant vous voir le 10 décembre. Merci tout le monde.